Amis de l'histoire, de la vache à cacolac et du deltaplane mormon, que la paix soit avec vous, ou avec toi si tu es tout seul quand tu regardes ce nouvel épisode du retour des vaches à cacolac. Un petit bonjour aux Andalouses. Qu'est-ce qui bouge le des Andalouses? C'est la Zumba. Mais assez de formalités et de platitudes, commençons ce nouvel épisode qui s'intitule Le duché déchu du Missouri, et convenez-en, ça sonne bien. Chacun sait que les Mormons n'auraient jamais pu construire les cathédrales et autres temples sur l'ensemble du territoire de l'Utah, si ce n'était pour l'aide des bœufs qui leur permettèrent, je crois que c'est l'utilisation correcte du passé simple, les bœufs qui leur permettèrent de déplacer des blocs de granit de plusieurs tonnes sur des distances atteignant 40 kilomètres, et ce afin d'utiliser les 10 blocs pour revêtir l'extérieur de leurs églises. Donnons une mention spéciale pour les 3 femmes qui furent du premier voyage et qui arrivèrent avec les pionniers de la première heure. Et comme cela fut mentionné durant la première saison de nos élucubrations historiques, ouvrez les guillemets, 3 femmes pour plusieurs milliers d'hommes. Elles ont dû prendre leur race plus souvent qu'elles ne le souhaitaient. Fermez les guillemets. Mais la mention suprême doit être à juste titre accordée aux fameuses vaches à cacolac mormones, cacolac au lait cru qui permetta, cette fois-ci je suis certain, ce n'est pas la bonne utilisation du passé simple, cacolac au lait cru qui permetta aux vaillants travailleurs mormons de s'affairer sans relâche au développement du Nouveau Monde. Dans ce nouveau cours d'histoire, notre objectif ne sera pas de présenter les incohérences de l'histoire américaine telle qu'elle nous est offerte par celui à qui l'on fera référence en l'appelant l'ami de nos ennemis, Fernand. Quand je pense à Fernand, je mens. L'objet de ces leçons est de vous suggérer quelques outils pour que vous puissiez aller faire votre propre recherche et découvrir une nouvelle façon de comprendre l'histoire. Une façon différente que celle qui nous est imposée par les programmes scolaires qui ne sont en fait que de la daube. Une propagande merdique qui ne peut fonctionner qu'au prix de l'abrutissement total de l'ensemble de la population. Toute la population? Non. Parce qu'un groupe d'irréductibles Gaulois et Québécois résiste encore et toujours à la notion de l'Empire romain. Aujourd'hui, je vous invite à visiter, le duché déchu du Missouri, reconnaissez que ça sonne bien, que nous connaissons sous le nom de la ville de Saint-Louis. Une simple recherche internetographique vous amènera probablement à découvrir que la ville de Saint-Louis est connue pour sa production de bière et pour un monument en forme de derche. Un monument en forme d'arche que j'ai eu l'honneur de visiter et que je trouva, probablement une erreur de passé simple encore une fois, et que je trouva plutôt moche et dont la visite me fouta les chocottes. Nous voici donc en 1904 ou en 904, ça dépend de comment tu préfères compter les années. En l'an de grâce 904, et alors que l'Empire tartare n'est plus, qu'il a été défaitisé, probablement une mauvaise utilisation du participe passé, du verbe défaire, il a été défait par une coalition religioso-maçonnico-satanico-cabbalistérique. Et cette coalition cherche à réécrire l'histoire en sa faveur, et ce n'est pas facile pour eux. La réécriture de l'histoire de certains endroits du monde est très difficile parce que les restes de l'Empire tartare sont là, répandus dans toute leur splendeur. Et c'est le cas pour le continent américain. Sur les bords de la magnifique rivière Missouri se trouve une ville qui ressemble aux plus jolies cités européennes et à la périphérie de laquelle se trouve un complexe de palais gouvernementaux.
Et s'il est facile de faire croire à une population composée en grande partie d'émigrés et d'orphelins que les Européens sont ceux qui ont construit la ville de Saint-Louis, il est difficile d'expliquer la présence de la zone des palais. Ces bâtiments sont magnifiques, sublimes et inévitables, un peu comme une jolie paire de lolos, et pendant que la dame te parle, toi, tu te concentres surtout sur sa poitrine. La coalition religioso-maçonnico-satanico-cabbalistérique, et je ne vais pas répéter ce nom à chaque fois, je crois que je vais dire la coalition des biaiseurs. La coalition des biaiseurs cherche donc à imposer son règne en ce début de siècle. Les guerres de remodelage du monde sont prévues, elles permettront la remise à zéro des dernières tribus. Mais en ce début de siècle, il est nécessaire de faire un peu de nettoyage. Alors, avec la finesse du rhinocéros et le manque d'originalité qui la caractérise, la coalition des biaiseurs réinvente le concept d'exposition internationale. Une idée qui existait probablement déjà sous l'Empire tartare et qui permettait aux différentes zones du royaume, auxquelles nous ferons référence en termes de duché, de partager leurs inventions ou réinventions. La coalition des biaiseurs peut, grâce à ce stratagème, indiscuté jusqu'à aujourd'hui, rediriger l'attention de la populace sur ses propres pseudo-accomplissements, en les détournant de la notion d'énergie électrique atmosphérique et en obligeant la planète entière à utiliser les énergies provenant de l'industrie minière, le charbon en ce début de siècle, et ensuite le pétrole, qui nous réduit en esclavage encore aujourd'hui. Alors on voit pulluler partout sur la planète des expositions internationales, et après plusieurs décennies de manipulation, le tour de passe-passe fonctionne. Et, sous prétexte de foire temporaire, la coalition des biaiseurs peut se permettre de démanteler sans aucun questionnement et sans résistance de la populace tous les édifices de l'Empire tartare qui les dérangent. Un peu comme un tour de magie de Garcimore, décontrasté, la coalition des biaiseurs construit en marge de certaines zones à détruire des esplanades de foire composées de bâtiments de qualité très médiocre. Et si les gens de l'époque ne notèrent pas la différence, le magouilliste que tu es ne s'y trompera pas et saura distinguer la différence entre les palais tartares et les constructions de foire. Et ça sonne bien. Un des éléments que les biaiseurs ne considèrent pas dans leur réécriture de l'histoire est le temps qu'il faut aux arbres pour pousser. Celui qui, comme toi, s'autorise à penser trouvera, j'en suis certain, dans ce slide show que j'ai composé, les incohérences arboricoles. Quant aux pinailleurs sceptico-sceptiques qui ne savent pas identifier ces éléments ou qui, bien pire encore, sont prêts à négliger ces incohérences pour ne pas avoir à reconsidérer leur conditionnement, le conditionnement de Fernand, quand je pense à Fernand, je mens. Eh bien, pour ces sceptico-sceptiques, je les renvoie à la fantastique chanson de Jean Schultes des années 80. Les années 80, les années Colari, Cococho, Cocoboy. Mais je m'égare. L'architecture tartare est splendide, ne trouvez-vous pas? Le choix des voies d'eau en particulier, l'agencement des fontaines, des cascades et des rivières. Les équilibres symétriques et la taille colossale des palais contrastent avec la médiocrité et la dissymétrie des zones foraines. Je vous invite à faire votre propre recherche et à explorer les images de l'exposition internationale de Saint-Louis, pour que vous puissiez prendre le temps d'admirer pour vous-même la majesté des bâtiments tartares. Et alors que cette vidéo approche de la fin, je suis certain qu'une question vous habite. Comment se fait-ce que je ne sache rien de l'Empire tartare? La réponse est simple, amis de la vache à cacolac. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Dans le cadre de l'Amérique, les vainqueurs furent la coalition franco-américano-anglaise qui choisissa,
probablement encore un mauvais usage du passé simple, qui choisissa de prétendre que la guerre d'indépendance des Amériques fut une guerre entre les bons Américains qui voulaient être libres et inventer le McDonald's et les méchants Anglais qui ne savaient pas cuisiner, et que Napoléon avait choisi de vendre le Nouveau Monde pour une poignée de dollars. La foire de Saint-Louis est d'ailleurs souvent qualifiée de foire de la vente de la Louisiane. Encore une fois, comme un tour de magie de Garcimore, décontrastés, ils firent la guerre ensemble contre les Tartares et prétendirent ensuite s'être fait la guerre entre eux. Et comme tu peux voir autour de toi et en lisant les commentaires des dissonants cognitifs, ça marche l'enfer de Dieu, leur manipulation à la con. Et toute la population croit la version officielle de l'histoire. Toute la population? Non. Un petit groupe de Gaulois et de Québécois résiste encore et toujours à la notion de l'Empire romain. Amis de la vache à cacolac et du deltaplane mormon, ainsi s'achève ce premier épisode de Le retour des vaches à cacolac. Je vous invite à arrêter la vidéo pour regarder les images. Je vous invite à aller chercher vos propres documents et vos propres preuves qu'on nous prend pour des cons. Que la paix soit avec vous. Mura so mundo, mundo se puede murar. Mura so mundo, mundo se puede con un poco de amor. Con poco de amor. Mura so mundo, mundo se puede murar. Mura so mundo, mundo se puede con una mujer. Con un león. Muda su mundo, mundo se puede mudar. Muda su mundo, mundo se puede con una filia. Con un filho. Vamos a cambiar, el mundo se puede cambiar. Vamos a cambiar, el mundo se puede con un poquito de amor. Con un poquito de amor. Vamos a cambiar, el mundo se puede cambiar. Vamos a cambiar, el mundo se puede con una mujer. Vamos a cambiar, el mundo se puede cambiar. Vamos a cambiar, el mundo se puede con una hija. Con una hija. Con un hijo. Un poquito de amor. Vamos a cambiar, el mundo se puede cambiar. Vamos a cambiar, el mundo se puede con una mujer. Se puede cambiar con un hombre de amor. Vamos a cambiar, el mundo se puede cambiar. Vamos a cambiar, el mundo se puede con una hija. Con un hijo. Se puede con
poquito de amor, se puede cambiar, con un poquito de amor, se puede cambiar. Vamos a cambiar, el mundo se puede cambiar. Vamos a cambiar, el mundo se puede con un poquito de amor.